la dernière vidéo, on s'est arrêté au niveau du quatrième point qui porte sur les déterminants de la structure. Donc il faut savoir que il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le choix de la structure organisationnelle par l'entreprise et même qui peuvent influencer l'évolution de la structure. Et donc Mintzberg, il a déterminé 4 facteurs il les a appelés facteurs de contingence, c'est-à-dire des événements aléatoires qui interviennent dans le choix, dans la conception de la structure organisationnelle de l'entreprise et même qui affectent l'évolution de cette structure organisationnelle au fil du temps. Donc, premier facteur de contingence, c'est l'âge et la taille. Et donc là, il faut savoir qu'une entreprise qui est nouvellement créée, c'est-à-dire qui vient d'être créée, elle a automatiquement une structure qui est simple avec peu de niveaux hiérarchiques. Alors qu'une entreprise qui est créée depuis longtemps, c'est-à-dire une entreprise qui est âgée, elle a une structure qui est beaucoup plus complexe et formalisée. De la même façon, au niveau de la taille, donc une entreprise qui est de grande taille, donc c'est normal, il aura des tâches qui sont beaucoup plus spécialisées. Donc la dernière fois, on a vu ce que c'est que la spécialisation des tâches, c'est-à-dire que là, il y a un degré de précision qui est très élevé au niveau de la fixation des tâches que chacun doit réaliser au sein de l'entreprise. Et donc toujours pour cette entreprise qui est grande, c'est-à-dire de grande taille, on aura des unités qui sont différenciées et donc à ce niveau, la structure sera plus élaborée, plus, on va dire, développée, sophistiquée, etc. Deuxième facteur de contingence, c'est le système technique. Et donc là, il faut savoir que le système technologique aussi adopté par l'entreprise détermine ou bien influence son choix de la structure organisationnelle. Alors, dans le cas d'une entreprise qui opte pour un mode de production standardisé, et donc là, pour un mode de production standardisé, ça ne nécessite pas un système technologique développé, mais à l'inverse. Donc, dans le cas d'une entreprise qui opte pour un mode de production standardisé, ça lui pousse à adopter des structures qui sont centralisées et rigides. Qu'est-ce qu'une structure centralisée et rigide? C'est une structure où le pouvoir de prise de décision, il est centralisé. C'est-à-dire que seuls les supérieurs, seul le sommet stratégique qui est autorisé à prendre des décisions et à fixer les objectifs. Et donc là, l'autorité, là, elle n'est pas déléguée. Alors que dans le cas inverse, où l'entreprise opte pour un système technologique complexe, c'est dans le cas d'une production bien sûr diversifiée. Donc là, on aura l'entreprise pour diversifier ses produits, pour proposer des produits innovants, elle aura besoin d'un système technologique qui est sophistiqué. Et donc, dans ce cas, l'entreprise elle est appelée à choisir une structure organisationnelle qui est décentralisée et flexible. Qu'est-ce qu'une structure décentralisée et flexible? C'est une structure où le sommet stratégique va déléguer bien évidemment le pouvoir de décision aux autres niveaux afin de faciliter bien sûr la prise d'initiative et d'encourager par exemple les managers à prendre des décisions flexibles. Pourquoi on dit qu'elle est flexible? Parce que sa flexibilité, c'est par rapport au changement de l'environnement. Surtout qu'on parle d'une entreprise qui va proposer sur le marché des produits qui sont diversifiés. Et donc, bien évidemment, il faut laisser l'initiative et la possibilité aux managers de prendre des décisions afin de s'adapter au changement de l'environnement et surtout aux besoins des consommateurs. Et donc de là, cette structure, elle est dite décentralisée et bien sûr flexible. Troisième facteur de contingence, c'est l'environnement. Et donc, on a déjà insisté sur le fait que l'entreprise doit s'adapter impérativement au changement de son environnement. Et donc, automatiquement, même la structure organisationnelle doit être adaptée à l'environnement de l'entreprise. Donc, si l'entreprise a un environnement qui est imprévisible, qui est changeant, qui est complexe, qui est instable, donc automatiquement, elle va opter pour une structure qui est flexible, c'est-à-dire qui s'adapte au changement de l'environnement. Mais si l'environnement de l'entreprise est stable, donc là, la structure de l'entreprise sera formalisée. Quatrième point de contingence, c'est le pouvoir. Et donc là, en général, selon Mintzberg, les organisations, les entreprises, ils ont en général tendance à centraliser le pouvoir au niveau du sommet, c'est-à-dire le sommet stratégique, et à formaliser son comportement. C'est-à-dire en général, les entreprises ou bien les supérieurs cherchent à monopoliser le pouvoir de prise de décision et donc à ne pas déléguer le pouvoir de décision aux autres niveaux hiérarchiques.
d'autres auteurs ont insisté sur le fait qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer le choix et l'évolution de la structure, tels que la culture, qui est considérée comme un facteur important dans la mise en place d'une structure. Rappelez-vous qu'on a déjà vu l'exemple du manager américain, et donc on a dit que la culture elle est différente d'un manager d'un pays à un autre, d'un manager à un autre, plutôt d'une entreprise à une autre. Et donc un manager américain par exemple, c'est une personne qui aime le risque, c'est une personne qui aime la compétition et qui détient un esprit d'équipe. Et donc automatiquement l'entreprise qui partage cette culture va opter pour une structure qui est décentralisée où on délègue le pouvoir aux autres niveaux hiérarchiques, tels que les managers par exemple. Deuxième facteur, c'est la stratégie. Et donc là, les relations entre stratégie et structure, ils sont réciproques. C'est-à-dire que, par exemple, si une entreprise opte pour une stratégie, une nouvelle stratégie, automatiquement, la structure de cette entreprise, elle est souvent modifiée. On donne l'exemple d'une entreprise qui décide d'externaliser l'une de ses fonctions. C'est-à-dire, par exemple, l'entreprise décide d'implanter la fonction de production dans un autre pays étranger. Donc automatiquement, la structure de l'entreprise sera modifiée suite à cette nouvelle stratégie. Selon les cas, la structure peut également influencer la stratégie. C'est le cas d'une entreprise qui a par exemple une structure qui est décentralisée, ce qui va la pousser à choisir une stratégie de diversification de produits. Un autre facteur, c'est le secteur d'activité. Donc en général, les entreprises qui appartiennent au même secteur d'activité adoptent en général des structures qui sont très proches. Donc grosso modo, ce sont les facteurs qui influencent le choix et l'évolution de la structure organisationnelle. Donc là, on arrive au cinquième point qui porte sur les structures fondamentales de l'entreprise. Et donc on va voir trois principales structures que l'entreprise pourra choisir, qui sont la structure fonctionnelle, la structure divisionnelle et la structure matricielle. Donc il y en a plusieurs, mais là on va se contenter de ces trois structures organisationnelles. Alors pour la structure fonctionnelle, donc le découpage des activités se fait par grandes fonctions. Donc là on trouve la fonction étude par exemple, la fonction production, la fonction vente, la fonction marketing, la fonction comptable, etc. Et donc chaque fonction elle est chargée d'une activité bien spécifique. Cette structure implique aussi une certaine homogénéité de chaque fonction, c'est-à-dire que au sein de chaque fonction, par exemple là on va prendre la fonction de production, il faut exercer des fonctions, des activités plutôt, et des tâches qui ont une relation directe avec la fonction de production et non pas avec celle de la fonction étude ou bien la fonction de vente. Aussi, sur la tête de chaque fonction, on trouve un responsable qui est compétent. Ensuite, la direction générale, c'est à elle d'assurer la coordination entre les différentes fonctions de cette structure. Et donc, automatiquement, c'est cette direction générale, c'est-à-dire le sommet stratégique qui exécute, qui donne les ordres aux différentes fonctions de l'entreprise. On assiste aussi à l'existence d'un état-major qui a pour mission de conseiller, de contrôler et de vérifier l'exécution et surtout le respect des ordres qui sont donnés par la direction générale aux différentes fonctions de l'entreprise. Alors, quand est-ce qu'on choisit la structure fonctionnelle? C'est dans le cadre d'une entreprise qui est monoproductrice, c'est-à-dire une entreprise qui assure la production d'un seul bien, une entreprise qui est peu complexe et une entreprise qui est de petite taille afin d'assurer bien évidemment une organisation efficiente de l'entreprise. Cependant, cette structure organisationnelle présente des limites puisqu'elle ne prend pas en considération les besoins et les problèmes humains. Parce qu'au niveau de cette structure, le pouvoir de prise de décision est centralisé, c'est-à-dire qui est détenu par le sommet stratégique, par la direction générale, qui est chargé de fixer les objectifs de l'entreprise, de chercher à réaliser les objectifs de l'entreprise, tels que la réalisation du profit, sans se soucier des besoins et des problèmes de ses salariés. Cette structure présente aussi une capacité d'adaptation limitée face aux changements et aux fluctuations de l'environnement de l'entreprise. Deuxième type de structure, c'est la structure divisionnelle qui est choisie par des entreprises
qui assure une production diversifiée et complexe et qui permet à ces entreprises de répartir le travail, c'est-à-dire assurer une répartition des tâches, soit selon les branches d'activité, selon les produits ou bien selon les familles de produits. Donc supposons qu'on parle d'une entreprise qui fait de la production de plusieurs produits et donc automatiquement la division A elle est chargée de produire le produit A, la division B est chargée de produire le produit B, la division C est chargée de la production du produit C et ainsi de suite. Supposons qu'on parle d'une entreprise qui œuvre dans plusieurs branches d'activité, c'est le cas de Le Sueur par exemple. Chaque division est liée à une branche d'activité spécifique. Par exemple, l'entreprise Le Sueur assure la production des huiles alimentaires, donc là c'est une branche, donc la division A elle est liée à la première branche. Division B est liée à la production, toujours pour l'entreprise Le Sueur. La division B elle assure la production des conserves végétales par exemple. Donc chaque division au niveau de la structure divisionnelle est autonome, c'est-à-dire qu'elle est responsable seulement de ses coûts et de ses résultats. C'est-à-dire, par exemple, la division A, elle est responsable de ses coûts et de ses résultats. Elle ne doit jamais s'immiscer dans les résultats et les coûts des autres divisions de l'entreprise. Et donc, chaque division ne traite que les opérations qui sont relatives à un même produit. La division C, par exemple, ne traite que les opérations relatives au produit C seulement. À l'inverse de la structure fonctionnelle, où le pouvoir il est centralisé au niveau du sommet stratégique, au niveau de la direction générale, c'est-à-dire que au niveau de la structure fonctionnelle, les décisions ils sont prises par la direction générale. Au niveau de la structure divisionnelle, l'autorité est déléguée. C'est-à-dire il y a une certaine décentralisation des pouvoirs et des responsabilités vers les autres niveaux hiérarchiques, par exemple les chefs des divisions qui ont la possibilité de prendre des décisions. Pourquoi faire? C'est pour permettre à l'entreprise de s'adapter et d'assurer une certaine réactivité, une certaine souplesse face aux changements et aux fluctuations de l'environnement. Surtout qu'on a dit que ce type de structure, c'est-à-dire la structure divisionnelle, est choisi par les entreprises assurant une production diversifiée. Et donc, automatiquement, ces entreprises doivent s'adapter premièrement au changement des besoins des consommateurs sur le marché. Et donc, à travers la décentralisation du pouvoir, l'entreprise donne plus d'initiatives au cadre, ce qui va permettre d'augmenter le degré de motivation du personnel qui est un facteur de productivité et de qualité. Malgré ces avantages, la structure divisionnelle présente un certain nombre d'inconvénients. Le premier inconvénient est dû au fait que chaque division peut adopter une structure qui est spécifique, par exemple une structure fonctionnelle. Et donc la division A, par exemple, peut choisir une structure qui est fonctionnelle. La même chose pour les autres divisions. Et donc à l'intérieur de la division A, on trouve une structure fonctionnelle composée de plusieurs fonctions, telles que par exemple la fonction marketing, la fonction de production, la fonction financière, la fonction comptable, etc. Et donc la division B, la même chose, donc on va trouver plusieurs fonctions. Ce qui introduit le risque de la transformation de l'ensemble des divisions en une série d'entreprises qui sont indépendantes. C'est-à-dire que c'est comme si on a l'impression d'avoir à l'intérieur de chaque division une série d'entreprises, des entreprises qui sont totalement ou bien indépendantes des autres entreprises. Deuxième inconvénient est dû à ce que chaque division passe ses propres objectifs avant les objectifs généraux de l'entreprise. Par exemple, la division C cherche à réaliser ses propres objectifs avant la réalisation des objectifs généraux de l'entreprise. La division C cherche par exemple à conquérir de nouveaux marchés, à élargir sa part de marché, à satisfaire les besoins des consommateurs, à améliorer la qualité, à réduire les coûts, etc. Troisième inconvénient, il est dû à ce que suite à l'autonomie et à l'indépendance des différentes divisions de la structure divisionnelle, ça ne favorise pas la transmission des compétences détenues par chaque division aux autres divisions. Par exemple, si la division B détient des compétences, par exemple techniques, cette division, puisqu'elle cherche à satisfaire ses propres besoins, elle ne va pas transmettre ses compétences
aux autres divisions de l'entreprise. Troisième type de structure organisationnelle, c'est la structure matricielle. Et donc, c'est une structure qui combine le découpage à la fois fonctionnel et divisionnel. C'est-à-dire que c'est une sorte de fusion entre les deux structures précédentes qui sont la structure fonctionnelle et la structure divisionnelle. Pourquoi faire? C'est afin d'éviter les inconvénients de ces deux structures. Et donc, au niveau de la structure matricielle, chaque salarié dépend à la fois d'un chef de projet ou de produit, parce qu'à ce niveau, on peut trouver soit le projet 1, projet 2, projet 3, etc. Ou bien produit 1, 2, 3, division 1, division 2, division 3, etc. Donc, on a dit que chaque salarié dépend à la fois d'un chef de projet ou de produit et d'un responsable fonctionnel. Un salarié, par exemple, travaillant là, à ce niveau, il dépend d'un chef de projet, le chef du projet 2, et le responsable de la fonction recherche et développement. Un salarié qui travaille à ce niveau, il dépend du chef de projet 3 et du responsable de la fonction finance, et ainsi de suite. Cette structure, c'est-à-dire la structure matricielle, permet à l'entreprise d'avoir une certaine souplesse de fonctionnement. Par exemple, si l'entreprise désire s'implanter sur un nouveau marché, elle va pouvoir faire évoluer sa structure sans remettre en cause l'architecture d'ensemble. De même, si l'entreprise désire abandonner un projet ou bien un produit, ceci n'entraînera en aucun cas un changement au niveau de la structure d'ensemble de l'entreprise. Donc on va revenir à la représentation de la structure matricielle pour comprendre un tout petit peu ce raisonnement. Si l'entreprise désire s'implanter dans un nouveau marché, c'est-à-dire qu'elle va proposer par exemple un nouveau produit ou bien un nouveau projet. Donc là, c'est en quelque sorte un nouveau projet pour l'entreprise. Et donc là, elle va ajouter tout simplement un nouveau projet à la structure d'ensemble et donc sans toucher à l'architecture générale, à l'architecture de l'entreprise. De la même façon, si l'entreprise décide d'abandonner un projet ou bien un produit, et donc elle va automatiquement éliminer la ligne, par exemple le projet 3, elle va abandonner le projet 3 sans toucher à la structure générale de l'entreprise. La structure est adoptée par des entreprises qui gèrent des projets qui sont complexes et qui nécessitent plusieurs collaborations, ou bien par des entreprises multinationales agissant dans un environnement qui est instable et complexe. Et donc cette structure va permettre à ce type d'entreprise d'être réactif et flexible par rapport aux fluctuations de leurs environnements. Par exemple, si un nouveau besoin apparaît sur le marché, ça va permettre à l'entreprise en question d'ajouter, de proposer un nouveau produit sans toucher la structure générale ou bien la structure d'ensemble de l'entreprise. De la même façon, si le produit proposé par ces entreprises ne répond pas aux besoins des consommateurs, ça va lui permettre d'abandonner le produit en question et de le remplacer par la suite par un nouveau produit qui va satisfaire leurs besoins. Au niveau de la structure matricielle toujours, la coordination s'effectue à deux niveaux. Une coordination verticale qui vise d'assurer une optimisation dans l'utilisation des ressources et des moyens alloués à chaque fonction, et une coordination horizontale qui a pour mission d'assurer le bon fonctionnement des différentes fonctions. Donc on va revenir à la représentation de la structure matricielle. Donc on a dit que il y a deux types de coordination, bien deux niveaux de coordination au niveau de la structure matricielle. Une coordination verticale qui a pour mission d'assurer l'optimisation des ressources, c'est-à-dire, supposons qu'on est au niveau de la fonction fabrication, bien la fonction de production. Donc la fonction de production, ou bien la coordination au niveau de la fonction de production, la coordination, je répète, verticale, elle a pour mission d'allouer d'une façon optimale les différentes ressources, que ce soit financières, matérielles ou bien humaines, de la fonction de production, les allouer de façon optimale à chaque projet, à chaque division ou bien à chaque produit de l'entreprise. Et donc le deuxième niveau, c'est la coordination horizontale qui a pour mission d'assurer le bon fonctionnement des différentes fonctions de l'entreprise. Néanmoins, malgré ces avantages, la structure matricielle présente des inconvénients.
Donc le premier inconvénient, il est dû au fait qu'un salarié au niveau de cette structure, il dépend d'au moins de supérieurs. Donc on a dit qu'un salarié, par exemple, à ce niveau, il dépend à la fois du responsable, bien du chef de la fonction de production et celui du projet 3. Ce qui va bien sûr créer des risques de double consigne, c'est-à-dire que ce salarié, il va recevoir des instructions, des consignes, des ordres de la part du chef de la fonction de fabrication, ou bien de production, et du chef du projet 3. Et des fois, ces consignes, ces ordres, ces instructions peuvent être contradictoires, ce qui va créer bien évidemment des conflits au niveau de l'entreprise. La deuxième difficulté est due au surcoût lié à la complexité à la mise en œuvre de cette structure. La troisième difficulté est liée, ou bien elle est due à la difficulté de faire travailler un ensemble de personnes qui ont des cultures techniques différentes, des nationalités différentes et des métiers qui sont parfois très différents parce que c'est une structure qui est adoptée en général par des firmes multinationales. Et enfin, la dernière difficulté elle est liée à l'application même de cette structure organisationnelle. Donc là, ce sont grosso modo les différents éléments qui partent sur l'organisation, considérés comme la deuxième étape du processus du management. Donc on a vu ensemble tout ce qui concerne les critères, les caractéristiques d'une structure organisationnelle, ainsi que les facteurs qui peuvent influencer le choix et la structure et l'évolution de la structure organisationnelle. Et donc, on a vu aussi trois types de structures organisationnelles que les entreprises pourront choisir. Et donc, la prochaine séance, on va voir ensemble la troisième étape du processus du management, qui est la direction. Donc, d'ici là, je vous souhaite bon courage.